Je vais mettre mon micro. Bonjour. Bonjour. Donc, il est 9h33. Je vous propose de commencer. Donc, merci à tous pour assister à cette conférence de presse du collectif Interhôpitaux sur le thème des fermetures des lits. La question est de savoir si on est vraiment sorti du dogme de la fermeture des lits dans les projets hospitaliers. Euh, Le programme de la conférence de presse, ça va être cinq intervenants que je vais vous présenter. On sera ouvert à vos questions dans les suites. En gros, les topos, ça devrait durer une trentaine de minutes. Et puis, on vous enverra, on a fait un dossier de presse avec toutes les interventions qu'on vous enverra en fin de conférence de presse, avec en plus quelques notes un peu plus détaillées avec des chiffres sur les différents projets hospitaliers dont on va vous parler. Si on revient au départ, nous, des mobilisations hospitalières, tout commence au printemps 2019 et rappelons-nous que les mobilisations ont commencé dans les urgences parce que les personnels ne supportaient plus que les patients stagnent sur les brancards et donc il y avait déjà un problème de lits d'aval, de disponibilité des lits dans l'hôpital public. Ça a été la création du collectif Interurgence qui a mobilisé plusieurs centaines de services hospitaliers en France. Et qui a été poursuivi par un collectif, la création du collectif Interhôpitaux en septembre-octobre 2019, qui a réuni des personnels hospitaliers et aussi des usagers, avec le constat que le système hospitalier français public n'était plus en état d'assurer son service de base. Et que de nouveau, on programmait un vote d'un objectif national des dépenses de santé en déficit et que ça nous paraissait difficile de repartir de nouveau dans ce couple mortel qui est la tarification à l'activité plus un budget contraint. Et puis, il y a eu des mobilisations, des manifestations, des grèves comme il n'y avait pas eu depuis longtemps dans l'hôpital public. Des actions symboliques comme des démissions de chefs de service sur tout le territoire. Pas beaucoup de réponses. Rappelons-nous les réponses de Madame Buzyn qui nous expliquait que c'était un problème d'organisation. Le président Macron qui à ce moment-là disait qu'il n'y avait pas d'argent magique. Et là-dessus est arrivée la pandémie. Et on a cru au cœur de la crise qu'il y avait eu une prise de conscience avec les discours d'Emmanuel Macron sur le système de santé, le système de protection qui n'est pas un coût, mais une richesse, et puis le quoi qu'il en coûte, et la promesse d'un grand plan d'investissement pour l'hôpital public. Il y a eu le Ségur avec beaucoup de déceptions, on en a déjà parlé, et puis après le Ségur, les déclarations d'Olivier Véran sur il faut en finir avec le dogme, je veux sortir du dogme des fermetures des lits dans les nouveaux projets hospitaliers. Et donc l'impression que le gouvernement fait passer dans la population l'information que le sujet hôpital public aurait été réglé. Et donc il nous paraît important aujourd'hui de détailler un petit peu ce qui se passe sur le terrain parce que nous, ce n'est pas du tout notre ressenti. Et que notre objectif, c'est que vous puissiez d'une part diffuser des informations de terrain, mais aussi notre rôle, c'est d'interpeller les politiques parce qu'ils ont une vraie responsabilité pour les mois qui viennent sur le dossier hôpital public et en particulier sur ce dossier de fermeture des lits. Les différents intervenants aujourd'hui, ce sera Véronique Boisson, qui est réanimatrice à La Réunion et qui va vous parler du projet en cours là-bas de réorganisation du CHU et qui va vous parler de la complète déconnexion entre les besoins de soins de la population et le projet hospitalier. Ensuite, on écoutera Loïc Javaudin, qui est représentant des usagers au CHU de Rennes et qui va nous montrer à quel point, en fait, il est difficile d'avoir des informations, à quel point les dossiers sont troubles et pas transparents. Et donc, dans un grand projet de restructuration ou de réorganisation du CHU de Rennes, on n'arrive même pas à savoir combien de lits on aura à la fin. Florian Vivrel, qui est urgentiste à l'hôpital de Nantes, vous parlera du quotidien des urgences, des modifications de la fréquentation et du travail aux urgences depuis des années au CHU de Nantes, et avec la grosse inquiétude qu'il y a devant le nouvel projet de CHU à Nantes, avec de nouveau des fermetures de lits, alors que la situation est déjà très très tendue au quotidien.
On écoutera ensuite Éric Sartori, qui est neurologue à l'hôpital de Lorient. Et l'hôpital de Lorient, c'est un hôpital qui a vécu une restructuration, une réorganisation hospitalière il y a 5-6 ans. Et donc, ils ont, eux, vécu euh, toutes les inquiétudes qu'on a. En fait, eux, ils les ont vécues et les conséquences ont été très compliquées. On va vous expliquer tout ça. Et enfin, Jacques Pontis, qui est un jeune retraité, directeur d'hôpital, 45 ans de carrière comme directeur d'hôpital, nous expliquera quels sont les dogmes et les raisonnements qui font qu'on continue à fermer des lits. Et on verra avec lui s'il pense que la situation va changer au cours des prochains mois et prochaines années. Voilà. Vous pouvez nous poser des questions dans le chat et puis on y répondra après. Et voilà, donc on va commencer par Véronique Boisson de La Réunion. Voilà, à toi Véronique. Bonjour, vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Alors que le CHU de La Réunion avait déjà financé sur ses fonds propres un bâtiment pour accueillir patients en réanimation et soins continus, il fit la demande d'une aide financière pour construire un nouveau bâtiment d'hospitalisation sur le site sud afin de mettre fin à des conditions d'hospitalisation indignes, des chambres vétustes de 4 lits dans des structures pavillonnaires avec sanitaires au fond du couloir. Le COPERMO, ou Comité interministériel pour la performance et la modernisation de l'offre de soins, étudie les demandes d'aide à l'investissement sur des projets de plus de 100 millions d'euros dans les hôpitaux. Ce mode de validation est opaque et s'appuie sur des critères de performance des hôpitaux. Il faut réduire les lits d'hospitalisation, augmenter leur taux d'occupation, réduire les effectifs de personnel, augmenter les prises en charge à la journée, ce que l'on appelle une prise en charge ambulatoire. À l'île de la Réunion, le COPERMO a conditionné son aide à une réduction du déficit du CHU par des mesures économiques drastiques, en demandant de fermer des lits pour pouvoir réduire le nombre des soignants. La suppression de 119 lits pour permettre la suppression de 149 personnels est donc programmée. La crise sanitaire a interrompu ce processus, mais 69 lits ont déjà été supprimés entre 2018 et 2020. Ces fermetures ont été décidées sans aucune prise en compte du considérable retard en offre de soins pour la population réunionnaise. Ce COPERMO a creusé le déficit structurel en lits d'hospitalisation. Il y a seulement 380 lits d'hospitalisation pour 100 000 habitants à La Réunion, contre 560 en métropole. Alors que la population réunionnaise augmente plus vite qu'en métropole, de plus 0,5% par an contre plus 0,3% par an en métropole. Alors que la population réunionnaise est de plus en plus âgée. Il est attendu en 2030 que les seniors de plus de 60 ans soient 2 fois plus nombreux qu'en 2013. Il n'y a eu aucune prise en compte des besoins en santé de la population réunionnaise. La population réunionnaise souffre de nombreuses maladies chroniques invalidantes. Elle est au premier rang en France du nombre de cas de diabète. On prend proportionnellement en charge 2 fois plus de diabétiques à La Réunion qu'en métropole. Elle est aussi au premier rang du nombre de malades atteints de maladies rénales chroniques terminales et d'accidents vasculaires cérébraux. La mortalité infantile et la mortalité maternelle est 2 fois plus élevée qu'en métropole. L'espérance de vie est d'au moins 1 an et demi inférieure à celle de la métropole. Il n'y a eu aucune prise en compte des particularités territoriales de La Réunion. L'accès aux soins à l'hôpital public pour tous doit être la priorité à l'île de La Réunion en raison de son extrême précarité. 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 21,3% est au chômage. L'indice d'inégalité est le plus élevé de France. Les réels surcoûts liés à l'outre-mer n'ont pas été réévalués depuis plus de 10 ans et creusent structurellement le déficit du CHU. La Réunion doit être dotée d'une réserve suffisante en lits et moyens humains
pour faire face à une augmentation rapide des besoins en hospitalisation. Pourquoi? Parce que La Réunion est isolée à 10 000 km de la métropole et qu'elle ne dispose pas de recours géographiques. Parce que La Réunion représente elle-même une zone de recours pour Mayotte, Madagascar, les Seychelles, Maurice, les Comores au sein de l'océan Indien. Parce que La Réunion subit régulièrement des crises sanitaires liées à des épidémies tropicales comme la dengue. La crise Covid a confirmé La Réunion comme zone de recours. En février 2021, plus de 75 patients ont été transférés de Mayotte dans les services de réanimation de l'île. Par sa gestion purement comptable, le Copermo a contribué à dégrader l'offre de soins à l'île de La Réunion. Pour exemple, le projet de rénovation a exclu le service de néphrologie dialyse du site sud, qui garde une structure pavillonnaire isolée datant de plus de 40 ans avec des chambres vétustes à 2 lits. Le projet de créer une unité de soins palliatifs dans le secteur public du CHU, validé depuis plus de 15 ans par l'ARS et retardé par le Copermo, n'est toujours pas financé. Enfin, la troisième vague de Covid à l'île de La Réunion a révélé l'extrême fragilité du système hospitalier par sa rapide saturation, malgré des taux d'incidence de Covid 4 fois inférieurs à ceux rencontrés en métropole. Ces fermetures de lits illustrent l'absence de volonté politique d'adapter et d'améliorer l'offre de soins en fonction des besoins en santé d'une population. Je vous remercie. Merci Véronique. Donc voilà, c'est vraiment symbolique de ce qu'on dénonce, c'est-à-dire que ce qui paraîtrait logique, c'est-à-dire de partir des besoins de soins de la population pour faire un projet hospitalier aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans les tuyaux. Et quand on discute avec l'administration des hôpitaux ou les technocrates qui sont en charge, en fait, eux, ils nous expliquent qu'ils ont leur rôle est de faire des structures rentables. Et finalement, le fait de faire de la santé publique et une politique de soins cohérente avec les besoins de la population, aujourd'hui, n'est plus du tout un objectif des gens qui sont en charge. Et donc, vous verrez tout au long de cette conférence de presse que dans la démocratie en santé, qui est à notre avis quelque chose de très important, on doit repartir des besoins de soins de la population avant tout quand on fait ce genre de projet. On va donner maintenant la parole à Loïc Javaudin, donc, qui est représentant des usagers au CHU de Rennes. Donc, quand on parle de démocratie sanitaire, et bien sûr que les usagers ont leur place. Et vous verrez que quand ils essaient de prendre leur place et de s'intéresser au projet hospitalier, ce n'est pas simple d'avoir les informations basiques. À toi, Loïc. Oui, bonjour. Donc, je suis un des représentants des usagers à la commission des usagers du CHU de Rennes et aussi membre du conseil de surveillance de ce même CHU. Lors du dernier conseil de surveillance du 16 mars 2021, un point d'étape sur le projet du nouveau CHU nous a été présenté. L'obtention du permis de construire a été accordée le 9 février dernier et le démarrage des travaux débutera en septembre prochain par le centre chirurgical et interventionnel dont l'ouverture est prévue pour le premier semestre 2024. Il nous a été indiqué qu'une place non négligeable serait attribuée au développement de l'ambulatoire, c'est-à-dire la prise en charge pendant la journée. C'est à ce sujet que je suis intervenu lors de la séance du conseil de surveillance en indiquant que les représentants des usagers se félicitaient de la montée en charge des lits en ambulatoire. La question que j'ai posée était de connaître la part qui sera dédiée aux lits en ambulatoire par rapport aux lits d'hospitalisation complète dans le futur CHU. Il m'a été répondu que le nombre de lits dédiés à l'ambulatoire serait de 60 lits dans le centre chirurgical et interventionnel, et que globalement, il y aurait au total autant de lits dans le futur CHU par rapport à la situation actuelle. Je n'ai pas eu de réponse vraiment précise. Mais mathématiquement, si le nombre de lits en ambulatoire augmente et le nombre total de lits reste constant, c'est qu'il y a une diminution des lits d'hospitalisation complète. Ceci est une évidence. Il m'a été indiqué d'ailleurs que le CHU s'adaptera au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Je suis très étonné évidemment de cette réponse, car à titre d'exemple, pour le nouveau bâtiment qui sera dédié à la femme, la mère et l'enfant, la phase de programmation fonctionnelle est arrivée à terme. Donc, logiquement, on devrait pouvoir disposer des informations sur les lits en ambulatoire et hospitalisation complète. Je constate finalement un manque de transparence dans ce dossier. Enfin, je voudrais évoquer un problème qui interpelle les usagers. Pourquoi persister à réaliser des chambres à 2 lits dans les constructions des nouveaux hôpitaux? Cela n'est pas acceptable, effectivement, aujourd'hui, pour des raisons évidentes de tranquillité, d'intimité des patients, sans parler évidemment des risques liés aux infections nosocomiales. Peut-être, je ne sais pas, est-ce pour facturer plus facilement le supplément chambre particulière? D'ailleurs, le journal Le Monde, dans un article paru le 13 août 2019, cite l'exemple d'une start-up dénommée Apital qui promet d'apporter de la douceur aux patients. C'est ce qu'elle dit. Mais son vrai business est l'optimisation de la facturation des chambres particulières. Cette société, d'ailleurs, a présenté aux hôpitaux les gains potentiels qu'apporterait une politique active de récupération des consentements, et de nombreux hôpitaux se sont laissés convaincre. Exemple, CHU de Brest, CHU de Nantes. En conclusion, j'ai du mal à comprendre pourquoi les représentants des usagers que nous sommes, nous ne puissions pas obtenir les réponses à nos questions. Je vous remercie. Merci Loïc. Donc on voit très bien, hein, donc c'est très important que les usagers prennent part au fonctionnement des hôpitaux dans le quotidien, mais aussi pour les grands projets. Et on voit à quel point, finalement, comme quand les personnels posent des questions, la technocratie a une certaine résistance et une force pour ne pas diffuser les informations importantes. Et donc, on ne peut pas faire autre chose que de réclamer la plus grande transparence sur ces sujets qui utilisent de l'argent public. On va donner la parole maintenant à Florian Vivrel, qui est urgentiste à Nantes, qui va vous décrire le quotidien et les conséquences que ça a et la situation déjà déficitaire en lit. Je veux juste vous signaler qu'il y a un collectif qui s'est monté à Nantes qui s'appelle Stop Collectif du CHU, Collectif Stop Transfert du CHU, pardon. Et donc, il y a des témoignages d'usagers et de citoyens de Nantes sur la situation actuelle et sur leurs inquiétudes qui sera dans le dossier de presse que vous pouvez utiliser et aussi un contact pour rejoindre ce collectif si vous voulez. Voilà, à toi Florian. Bonjour, donc je m'appelle Florian Vivrel, je suis médecin urgentiste au CHU de Nantes. Je m'exprime ce jour au titre de syndiqué à la CGT et à l'AMUF, l'Association des médecins urgentistes de France, et je suis également sympathisant très proche du collectif Interurgence et du collectif Interhôpitaux. Ces 2 derniers mois, la 3e vague épidémique du Covid-19 s'est lourdement abattue sur le système hospitalier français. L'ensemble des hôpitaux de métropole a connu la même situation. Ils se sont retrouvés dans l'incapacité d'accueillir les patients contaminés par le coronavirus, tout en assurant sans interruption la prise en charge des autres patients. Les réanimateurs de l'AP-HP avaient alerté en ce sens à la fin du mois de mars. Ils redoutaient de devoir réaliser un triage des patients. Le triage des patients est une idée effroyable. Cette pratique n'est pourtant pas nouvelle. Elle est silencieusement effectuée depuis des années sous une autre forme. Qui hospitaliser, qui faire patienter sur un brancard et qui renvoyer chez lui. Il s'agit du quotidien des urgentistes. Rappelons à cet égard la mise en place durant l'hiver 2017-2018 du No-Bed Challenge par SAMU Urgences de France, organisation syndicale d'urgentistes. Durant cet hiver, du fait d'une saturation des services hospitaliers, les urgentistes avaient d'immenses difficultés à hospitaliser leurs patients qui passaient alors la nuit sur un brancard. Ce n'était pas un phénomène nouveau, mais cet hiver fut particulièrement marqué par un contexte hospitalier plus que tendu. SUDF a alors lancé un concours en ligne, ouvert aux services qui acceptaient de décompter chaque matin l'ensemble des patients brancards présents dans leur unité. Ainsi,
On estime que 100 000 patients ont passé une nuit sur un brancard de janvier à mai 2018, faute de lits d'hospitalisation disponibles. 100 000. Le même nombre de lits fermés ces 20 dernières années. 100 000 patients brancards, 100 000 suppressions de lits. J'ajouterai 100 000 morts du Covid en un an en France. Chaque année depuis 20 ans, le nombre de passages aux urgences augmente de 3%. Cette constance s'explique par plusieurs facteurs: le vieillissement de la population, l'augmentation du nombre de patients atteints de pathologies chroniques et la pénurie de médecins. Je suis arrivé aux urgences de Nantes il y a 10 ans. En 2010, 65 000 passages ont été enregistrés dans ce service. La nuit, les patients étaient pris en charge par 2 docteurs de garde. Et le plus souvent, passé 2 heures du matin, les patients avaient pu être vus, soignés et orientés dans leur plus grande majorité. Les urgentistes étant de garde et non travailleurs de nuit pouvaient alors se partager la nuit. En 2019, ce sont 91 000 patients qui ont été accueillis dans ce même service, soit près de 50% de plus qu'en 2010. La durée moyenne de passage ne cesse de s'allonger, atteignant le triste record de 6h20. 6h20 d'attente. L'accueil des patients se dégrade tout autant que nos conditions de travail. Alors que nous sommes désormais 3 docteurs de garde, présents de 18h à 8h, nous ne dormons plus. Nous travaillons sans interruption, 14 heures d'affilée, de nuit, mettant ainsi en danger notre santé et celle de nos patients. Entre-temps, 120 lits d'hospitalisation ont été fermés. Un objectif fixé par le Copermo en vue du prochain hôpital de Nantes, censé ouvrir en 2026. Le Copermo a été défini par ma collègue de La Réunion, c'est exactement la même chose à Nantes. 230 lits supplémentaires devront être fermés durant les 5 prochaines années. Ainsi, le service d'urgence prend en charge plus de patients, mais l'hôpital dispose de moins de lits pour les hospitaliser. Mes confrères et moi-même, urgentistes, devons donc inexorablement et à notre insu réaliser un triage parmi les patients, ceux qui sont hospitalisés et ceux qui ne le sont pas. Lors de fortes affluences de patients, avec bien souvent plus d'une centaine de patients sous la responsabilité de 3 urgentistes, l'insuffisance de moyens humains et l'incapacité d'hospitaliser pèsent lourd dans la décision de garder ou non à l'hôpital un patient. Il apparaît bien souvent préférable de le renvoyer à son domicile, quitte à mettre sa responsabilité en jeu, afin d'avoir une place supplémentaire pour un autre patient que l'on jugera, possiblement à tort, plus grave. Lorsque l'Agence régionale de santé et la direction de l'hôpital décident conjointement de fermer des lits sur des critères de rentabilité, elles mettent en place un processus de sélection de patients reposant entièrement sur les urgentistes. Bien malgré nous, nous devenons complices d'une carence de soins organisée. Nous ne sommes plus médecins urgentistes, un des plus beaux métiers qui soit. Nous sommes gestionnaires d'une pénurie de moyens dans un cynisme administratif et politique conscient, mais non assumé. Ce n'est pas ce que nous avions choisi. Dès lors, comment s'étonner qu'un urgentiste dure 10 ans? Au sein du GHT, groupement hospitalier de territoire de Vendée, ces 6 derniers mois, 20 urgentistes ont démissionné sur un effectif total de 60. Je profite d'ailleurs de cette conférence de presse pour alerter monsieur le sénateur Bruno Retailleau. Dans votre département, certains services d'urgence risquent de fermer leurs portes. Cette situation est la conséquence d'une gestion managériale qui n'a qu'un but, diminuer les dépenses de l'hôpital. En 2018, lors d'une rencontre avec des pédiatres revendiquant une augmentation de moyens, l'ancien directeur du CHU de Nantes avait déclaré « Vous savez, notre priorité n'est plus la qualité des soins. » Sa priorité était bien l'équilibre des comptes. Nous payons aujourd'hui le tribut humain de cette austérité budgétaire érigée en dogme, dont les fermetures de lits représentent toujours un objectif consacré. Cela n'en déplaise à monsieur Olivier Véran, dont j'attends aujourd'hui plus que jamais des annonces concrètes pour mon futur hôpital, la fin des fermetures de lits, ainsi que la réouverture des 120 lits fermés depuis 10 ans. Je vous remercie. Merci Florian. Donc, l'expérience des urgentistes avec le déficit chronique des lits, effectivement, c'est le tri. C'est-à-dire que nous, on a cette expérience aux urgences, mais aussi dans l'hospitalisation. C'est-à-dire qu'en permanence, des malades qui ont des maladies chroniques et qui font des épisodes aigus ont besoin d'avoir un accès rapide à l'hôpital. Et dans des hôpitaux qui sont saturés en permanence et qui sont programmés pour être saturés en permanence, c'est-à-dire pour fonctionner en gros comme des cliniques, eh ben, on a beaucoup de mal à prendre en charge en urgence nos patients quand ils en ont besoin. Donc, c'est un espèce d'effet boule de neige. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas le prendre directement dans votre service, vous l'envoyez aux urgences. Les malades stagnent aux urgences et il n'y a pas de lit dans les hôpitaux et ils attendent des heures sur les brancards. On va avancer dans le constat parce que
Là, on vous a parlé de projets futurs et d'inquiétudes, mais en fait, avec Éric Sartori, lui, il va nous raconter ce qu'a vécu l'hôpital de Lorient, en fait, donc qui se rapproche malheureusement assez des inquiétudes qui sont les nôtres. Et donc, il va vous raconter tout ça. À toi, Éric. Bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Bon, très bien, très bien. Donc, moi, je suis Éric Sartori, je suis neurologue, praticien hospitalier à l'hôpital de Lorient depuis 2003. Et je vais vous parler donc de notre expérience à propos de notre nouvel hôpital qui a été inauguré il y a 8 ans, donc en 2013. Il s'agissait au départ d'un projet en gestation depuis plusieurs années qui visait à remplacer l'ancien centre hospitalier qui était devenu trop petit pour un bassin de vie d'environ 300 000 habitants et qui ne répondait plus aux normes de sécurité. En parallèle, le nombre de passages aux urgences avait augmenté à cette période de plus de 10% en l'espace de 2 ans, de 2012 à 2014, pour une moyenne actuellement, si vous voulez, de 70 000 passages au sein de notre groupement hospitalier, pour vous situer les choses. Alors, si le nombre de lits d'hospitalisation en 2013 n'a pas diminué dans sa globalité lors de notre emménagement, plus de 10% de nos lits de médecine aiguë et de chirurgie ont été convertis en lits d'hôpitaux de semaine. 10% d'augmentation concernant le flux aux urgences, 10% en moins concernant les lits d'hospitalisation complète. Et c'est ainsi que, de facto, les lits d'hospitalisation complète, donc en chirurgie et en médecine, sont passés de 472 à 423. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais les lits d'hôpitaux de semaine fermant le vendredi, cela signifiait que nous avions un déficit immédiat d'une 50aine de lits pour accueillir les patients venant des urgences à chaque fin de semaine. Alors, compte tenu des difficultés préexistantes à notre nouvel hôpital, les complications à venir étaient malheureusement prévisibles. Les couloirs des urgences étaient avant 2013 bien souvent occupés par des patients en attente d'une place en service de médecine. Et la situation, en toute logique, malheureusement, s'est brutalement dégradée, et ce, dès les premières semaines de l'emménagement. En parallèle, le nouveau service des urgences n'était pas dimensionné pour héberger autant de patients en attente de lit. La durée de séjour théorique ne devait pas y dépasser 6 heures. En pratique, bon nombre de malades y restaient sur un brancard ou dans le couloir pendant 18 à 24 heures. Par ailleurs, les équipes de soins n'étaient pas suffisamment nombreuses pour assurer la qualité des soins et la pénurie s'est même parfois fait sentir en termes d'intendance, ne serait-ce que pour assurer un repas chaud ou des couvertures. La réouverture des lits d'hôpitaux de semaine le lundi matin n'apportait aucune solution puisque ces structures étaient destinées à des patients programmés pour des soins. Alors dès lors, il a fallu faire comme on pouvait, dans un hôpital supposé être modulable et adaptable, mais qui brutalement devenait trop petit. Les solutions étaient aussi urgentes qu'insuffisantes, voire parfois périlleuses en termes de sécurité. Il a fallu mettre en place des lits supplémentaires, parfois dans des chambres prévues pour un seul patient. Il a fallu augmenter le nombre de places par service, mais sans augmentation pérenne du personnel. Il a fallu régulièrement reporter à la dernière minute des entrées programmées. Il a fallu créer des unités hospitalières temporaires sans renfort médical possible. Et tout cela s'est fait au prix d'adaptations sans cesse renouvelées, encore une fois sans que les effectifs médicaux et paramédicaux ne suivent en conséquence. Toujours parés au plus pressé, sans cesse devoir se réorganiser, sentir la qualité et même la sécurité des soins se dégrader, tout cela aboutit forcément à un épuisement collectif et participe à l'augmentation de l'absentéisme dans certains services et à une perte de sens du travail fourni. Alors, entendons-nous bien, la création des lits d'hôpitaux de semaine répond bien à une demande et il ne s'agit pas pour moi de la remettre en cause. Mais elle ne peut absolument pas remplacer les lits d'hospitalisation complète car ces deux types de structures ne concernent pas les mêmes patients. Aux hôpitaux de semaine, les malades nécessitant des examens et des traitements planifiés. À l'hospitalisation complète, les patients les plus lourds, ceux dont les problèmes médicaux nécessitent souvent une admission dans les meilleurs délais pour une prise en charge urgente. L'un doit donc venir en complément de l'autre, mais certainement pas à la place d'eux. Et à ce titre, il est important de dire que le virage ambulatoire, qui s'est franchement amorcé d'ailleurs après 2013, ne peut pas répondre aux défaillances du système de soins. Dans la vraie vie, il y a les conséquences du vieillissement de la population, il y a une misère sociale grandissante, il y a une diminution de la permanence des soins
enfin plutôt de la permanence médicale en libéral, sans compter les déserts médicaux qui existent aussi en ville. Ce sont autant de facteurs qui imposent un recours croissant aux urgences, et Lorient, comme tant d'autres villes, n'y a pas échappé. Il aurait fallu que nous raisonnions plus en termes de santé publique locale, en tenant compte des indicateurs sociodémographiques propres à notre territoire. Bref, quelque chose qui se serait apparenté à une réponse de services publics hospitaliers adaptés à la demande sanitaire locale. Et au lieu de cela, qu'avons-nous eu? Eh bien, nous n'avons eu de la part des autorités de tutelle que des réponses en termes de déficit budgétaire à combler, de retour impérieux à l'équilibre financier, de dettes à rembourser. Alors, avec l'effort de tous, il aura fallu plusieurs années finalement pour remonter la pente, avec enfin, au fil du temps, une augmentation des lits post-urgence, des équipes dédiées, mais persiste encore beaucoup d'aléas avec certains services ayant toujours un nombre variable de lits sans adaptation des effectifs et des périodes de vive tension aux urgences qui subsistent. 8 ans après, la route est encore longue et l'on envisage désormais une augmentation du bâti pour disposer enfin des espaces suffisants pour remplir nos missions. Alors, la conclusion de mon propos, c'est qu'on ne peut plus continuer à raisonner sur des modèles de soins hospitaliers déconnectés des besoins de la population et avant tout dictés par des normes budgétaires décidées en haut lieu. Dans la conception de tous ces nouveaux hôpitaux, il est impératif de faire encore plus appel à l'expertise des médecins et des paramédicaux de terrain qui connaissent bien leur hôpital, ses forces, ses failles, ainsi que leur histoire et leur géographie locale. Et il faut également associer les représentants des usagers, Loïc Javaudin en a parlé tout à l'heure, usagers eux-mêmes susceptibles de donner un avis pertinent sur ce qui est attendu d'un hôpital, ayant vocation non pas à générer à tout prix de la tarification à l'activité, non pas à avoir pour vocation à être tout le temps plein, mais bien à prodiguer du soin de qualité et adapté à la population qu'il dessert. Alors on peut appeler ça comme on veut, management horizontal, collaboratif, participatif ou démocratie sanitaire, autant de termes très à la mode en ce moment, mais qu'il est plus que temps de ne plus considérer comme de vains mots. Voilà, je vous remercie. Merci Eric. Donc c'est vraiment un témoignage qui est très intéressant. On voit le gâchis en fait que ça représente, c'est-à-dire que non seulement c'est des projets complètement technocratiques, mais il y a un gâchis humain là-dedans qui fait que les gens ont été mis dans des mauvaises conditions de travail, ils sont partis, on perd de l'expertise. Hein. L'hôpital, il fonctionne beaucoup sur des bonnes volontés, sur des gens qui sont là depuis de nombreuses années, qui mettent de l'huile dans les rouages, qui reviennent sur leur repos, leurs vacances, leur week-end quand il y a besoin. Et quand ces gens-là sont dégoûtés et quittent l'hôpital public, c'est un très mauvais signe. Et c'est ce qui se passe dans ce genre de projet. C'est-à-dire que les gens s'en vont en disant « mais personne ne nous écoute et on fait quelque chose qui est de la maltraitance pour les équipes et pour les soignants. » Et on s'aperçoit qu'il faut 8 ans pour revenir à peu près au nombre de lits qu'il y avait avant la restructuration hospitalière, ce qui paraît complètement aberrant. L'autre message très important que vous a donné Eric, c'est que très souvent, les tutelles vous expliquent qu'il n'y a pas de perte de lit parce qu'on va transformer des lits d'hospitalisation conventionnelle en ambulatoire. Et donc, c'est effectivement pas du tout la même population. On peut faire de l'ambulatoire, c'est très bien. Si on peut ne pas dormir à l'hôpital, tant mieux. Mais il faut pouvoir accueillir tous les gens qui ont besoin en urgence. Et on en est très loin aujourd'hui à l'hôpital public. Donc, il n'y a aucune marge de manœuvre pour diminuer les lits d'hospitalisation complète, c'est-à-dire les lits où les gens dorment quand ils ne peuvent pas rentrer chez eux pour des raisons médicales. On va continuer, on est très content d'avoir Jacques Pontis qui va vous parler politique de santé. Il a été donc directeur d'hôpital pendant de nombreuses années et donc il a une vision du problème qui est pour nous très intéressante et qui, vous verrez, converge quand même beaucoup avec notre analyse. À toi Jacques, merci. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis directeur d'hôpital retraité en 2020. Et j'ai une carrière de 45 ans d'exercice dans à peu près 5 hôpitaux. Alors, sur le thème, moi, je dirais qu'en tant que directeur, c'est que sans réforme du financement et de la gouvernance des hôpitaux, à mon avis, il sera impossible de sortir de ce fameux dogme de la fermeture des lits. On a en effet supprimé plus de 100 000 lits depuis à peu près une trentaine d'années. Et on a évoqué pour cela la diminution des durées de séjour, et le développement de la médecine ambulatoire. En réalité, on a supprimé ces lits essentiellement pour des raisons économiques et financières, comme
comme ça a été évoqué, il s'agissait tout simplement de réduire le déficit de la sécurité sociale et plus récemment de maintenir le déficit du pays au-dessous du fameux seuil des 3% fixés par l'Europe. Alors, 3 constats. Le premier, c'est que ces objectifs économiques et financiers sont non seulement catastrophiques en termes de santé publique, mais ils sont fondés sur des postulats totalement erronés et donc infondés. Le premier postulat, c'est de considérer que les dépenses de santé sont une charge pour la nation, alors que c'est un investissement, au même titre d'ailleurs que les dépenses d'éducation. Le deuxième postulat, c'est de considérer que pour réduire les dépenses de santé, eh bien, effectivement, il faut réduire l'offre de soins et donc réduire, en l'occurrence, donc, les capacités hospitalières. Alors qu'en fait, l'offre de soins ne fait que répondre à des besoins existants. Et on peut parfaitement, comme ça a déjà été dit, évaluer ces besoins sur la base de données épidémiologiques et populationnelles, discipline par discipline, et tenir compte d'ailleurs de l'évolution des traitements, des progrès médicaux. On a fait la même erreur, d'ailleurs, en voulant limiter, le nombre des médecins avec le fameux numerus clausus. On a pensé qu'en limitant les prescripteurs, on allait limiter les prescriptions. Or, on savait dans les deux cas que les besoins de santé allaient augmenter de manière considérable avec le vieillissement de la population. Il y a 30 ans, c'était 10% de la population de plus de 65 ans. On en est à 20% et on sera à 30% dans 20 ans. Or, aujourd'hui, les personnes âgées de plus de 65 ans représentent à peu près la moitié des dépenses de santé. Le troisième postulat, c'est de croire que pour limiter la progression des dépenses de santé, eh bien, c'est plus facile, évidemment, de fermer un gros robinet, c'est-à-dire de limiter les dépenses hospitalières, publiques et privées. Or, l'objectif a là aussi échoué, sauf pour l'hôpital public, on va le voir tout de suite. C'est-à-dire que les soins ambulatoires des professionnels libéraux représentent 30% quand même des dépenses de santé. Elles n'ont pas cessé de progresser. Même chose pour les médicaments et les biens médicaux, qui représentent 25%. Et quant aux dépenses hospitalières, elles ont aussi, évidemment, continué à progresser de manière considérable, mais à l'hôpital public, on va le voir, dans une enveloppe contrainte. Et ça s'est traduit, bien sûr, pour l'hôpital par une augmentation de la charge de travail, puisque, on l'a vu, on va le voir, du moins les effectifs des hôpitaux ont stagné depuis une quinzaine d'années. Alors que les cliniques privées, pourtant a priori soumises aussi à ce fameux Ondam dont je parlais tout à l'heure, le fameux objectif national des dépenses d'assurance maladie, elles ont pu contourner ces limites parce que, en sus des prix de journée, en sus des séjours hospitaliers facturés, eh bien, elles peuvent facturer les honoraires donc pour les médecins et les actes médicaux qui reversent donc une partie de leurs honoraires en redevances qui permettent aux cliniques, évidemment, donc de faire face aux moyens supplémentaires. Aujourd'hui, on a constaté que dans les 10 dernières années, les cliniques privées ont, en effectifs infirmiers, augmenté de 20% leurs effectifs. Il faut donc ajouter que la France, en plus, n'a pas développé la filière spécifique pour accueillir les personnes âgées dont l'état de santé décompense et qu'il faut accueillir dans les urgences et qui viennent saturer, bien sûr, les urgences, mais aussi les services d'hospitalisation. Là encore, il faudrait bien sûr créer une filière particulière pour couvrir l'urgence, les soins aigus, puis la convalescence, le retour à domicile ou l'hébergement de ces personnes âgées. Alors enfin, plus grave, alors que la crise sanitaire a mis en lumière, évidemment de manière subaiguë, cette insuffisance de lits, c'est que la réduction des lits semble se poursuivre encore dans les projets hospitaliers aujourd'hui, comme on a pu l'entendre dans les témoignages aujourd'hui, et ceci en vertu, je devrais dire plutôt en vice, de ces sempiternels objectifs d'efficience économique ou de critères de performance, sans prendre le temps de vérifier si les capacités répondent ou non aux besoins de santé de la population, avec des objectifs d'ailleurs totalement inaccessibles, genre taux d'occupation de 95% ou des durées de séjour donc moyennes qui sont totalement aujourd'hui donc inatteignables dans la mesure où on manque de lits d'aval notamment. Le deuxième constat, c'est que la fermeture des lits repose sur le mode de financement des hôpitaux. Tous les modes de financement successifs ont eu en effet comme objectif de réduire les dépenses et donc les capacités hospitalières. On a d'abord mis fin au prix de journée jugé inflationniste par la dotation globale en 1983. Et comme on a vu que la dotation globale
ne réduisait pas assez les dépenses, mais surtout maintenait des rentes de situation pour certains hôpitaux jugés surdotés. On est passé à la tarification d'activité, la fameuse T2A, donc en 2004. Alors certes, la T2A a permis de rééquilibrer les budgets entre les hôpitaux, mais en fait au sein d'une enveloppe globale contrainte, car on a enfin, en effet, inventé l'ONDAM, dont j'ai parlé tout de suite, tout à l'heure, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui fixe donc un pourcentage maximum chaque année de progression des dépenses. Plus grave, au sein de cette ONDAM, il existe un ONDAM hospitalier qui contraint davantage l'hôpital public. Pour faire simple, plus les autres acteurs de santé augmentent leur activité et donc leurs dépenses, plus les hôpitaux doivent faire des efforts, puisque les autres dépenses sont encadrées uniquement par des contrats d'engagement non contraignants. Et plus les hôpitaux même développent leurs activités, plus les tarifs diminuent. Donc, c'est effectivement donc un cercle vicieux. Alors, cerise sur le gâteau, l'ONDAM hospitalier, il a même été fixé depuis des années en dessous du niveau de progression à moyen constant naturel des dépenses, je dirais. Puisque même si les salaires n'augmentent pas considérablement, les carrières continuent de progresser et vous avez donc une augmentation des dépenses des personnels qui, bien sûr, continue à augmenter. Et donc, les 3/4 des dépenses de personnel d'ailleurs, c'est à peu près les 3/4 des dépenses des hôpitaux. Donc, le seul moyen pour les hôpitaux de respecter ce ONDAM a été de bloquer, voire de réduire les effectifs chaque année depuis une quinzaine d'années. Donc, alors même que pendant la même période, l'activité progressait de plus de 10%. Conséquence, les hôpitaux ont bien fait, bien sûr, des économies de gestion, services logistiques, administratifs ou des regroupements, mais ça n'a pas suffi, en plus par une augmentation constante de la charge de travail. En conclusion, il ne pourra pas y avoir de réajustement des capacités en lit sans une réforme de financement. Il faut vraiment que ce financement prenne en compte les besoins de santé et également la qualité des soins. Je reprends là les mots et les engagements pris par le gouvernement récemment, qui a dit que, notamment au niveau du Ségur de la santé, que ce mode de financement devait obéir à ces nouveaux objectifs. Enfin, le troisième et dernier constat, c'est qu'on a mis en place un management extrêmement, très hiérarchique et très coercitif des hôpitaux, dans le but, bien sûr, de les contraindre à respecter ces objectifs financiers. Ceci à 3 niveaux. Une organisation régionale au niveau des ARS, qui exerce un contrôle très rigoureux de l'offre de soins. Ce sont elles qui délivrent les autorisations d'activité, qui autorisent les capacités hospitalières dont on parle aujourd'hui, et surtout qui accordent ou non les soutiens financiers aux investissements. On a mis en place, en second lieu, une véritable préfectorisation du corps des directeurs d'hôpitaux. Je l'ai vécu par rapport à un passé qui était quand même beaucoup plus glorieux. Donc, ils sont soumis hiérarchiquement aux ARS et donc au respect des objectifs financiers fixés par le ministère. Leur carrière en dépend. Et en cas d'échec, ils peuvent être suspendus et les hôpitaux mis sous tutelle, ce qu'on appelle l'administration provisoire. Et donc, la loi HPST de 2009, qui n'a pas fait d'eux des patrons, comme l'aurait souhaité le président Sarkozy, qui voulait un seul patron à l'hôpital pour éviter l'influence des élus, des médecins, des syndicats ou des usagers. Les directeurs sont devenus des vrais préfets, chargés de mettre en œuvre la politique ministérielle, et donc aux ordres de Bercy, puisqu'hélas, Ségur est sous tutelle de Bercy, comme tous les autres ministères dépensiers. Enfin, le troisième niveau, c'est bien sûr la mise en place au sein des hôpitaux d'une contractualisation interne essentiellement économique et financière. Cette contractualisation, donc, entre les directions et les services médicaux, est en effet essentiellement basée sur les objectifs de performance économique, donc de contrôle des dépenses et d'activité, et très peu sur la qualité des soins et encore moins sur la réponse aux besoins de santé. Conclusion, il ne peut pas y avoir d'évolution dans les capacités et les moyens des hôpitaux sans une réforme de la gouvernance des hôpitaux. Alors, face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut, et à ce diagnostic, qu'est-ce qu'on peut attendre des réformes annoncées par le gouvernement à la faveur de la crise sanitaire? C'est le fameux Ségur de la santé. La crise a mis en lumière toutes ces difficultés de l'hôpital et on s'attendait à un plus jamais ça. Qu'en est-il réellement? Est-ce que c'est un rendez-vous manqué? Est-ce que vraiment on est sorti du dogme de la fermeture de lits? Ou alors est-ce qu'il faut rester vigilant et mobilisé contre le retour des vieux démons? Alors, à la suite, d'abord, Ségur prévoit en effet la rénovation de l'ONDAM. Bon,
Et donc, mais le gouvernement, en fait, a simplement chargé une mission de réfléchir à une réforme donc, de l'ONDAM dans le cadre d'un débat démocratique et de revoir les moyens de régulation. Point barre. On ne sait rien du tout de cette réforme qui est annoncée à la fin du premier semestre 2021, du moins les propositions qui seront soumises à concertation. Alors, certes, bien sûr, la crise sanitaire a fait sauter tous les verrous. Bien sûr, le gouvernement a dû ouvrir les vannes. 50 milliards de déficit en 2020 contre les 5 milliards prévus, c'est 10 fois plus. Il y a 36 milliards encore de déficit en 2021. Il y a à peu près 20 milliards prévus encore jusqu'en 2024. Mais ça comporte toutes les mesures, c'est-à-dire les équipements, les masques, les respirateurs, les vaccins, etc. Les exonérations de charges sociales des entreprises, la revalorisation des salaires des personnels, important, insuffisant, mais ça coûte 8 milliards, mais ce n'est pas ça qui va donner des moyens supplémentaires aux hôpitaux. Et même, ça comporte les premières mesures de la 5e branche, perte d'autonomie. Donc on voit bien que, hors Covid, l'ONDAM s'élève certes à 6%, en 2021, elle devrait s'élever à peu près 3% l'année prochaine. C'est donc bien sûr supérieur bien sûr aux 2 et quelques pourcents, 2,3 je crois, qui étaient prévus pendant la période 2018 et 2022. Mais à ce stade, je dirais, ça c'est très important, rien ne garantit ensuite un décrochage de l'ONDAM des contraintes économiques. Ségur, en deuxième temps, annonce une aide à l'investissement de 19 milliards. Pardon. Mais ça comprend la reprise de la dette, pour l'essentiel, 13 milliards, 70% donc de cette dépense. Et cette marge, on va dire dégagée, doit uniquement servir pour les hôpitaux à faire des dépenses au quotidien. C'est donc pas avec cela que les hôpitaux pourront financer de très gros projets. Il y a seulement 6 milliards d'investissements nouveaux sur 5 ans. On est vraiment très loin du compte. Parce qu'on le voit bien, les dernières annonces sur les grands projets arbitrés au niveau national, qui concernent essentiellement les CHU, ça laisse plutôt apparaître des préoccupations électoralistes et surtout une absence totale de transparence, comme cela a été évoqué par les intervenants tout à l'heure, sur le nombre de lits, sur les effectifs accordés, sur les montants des financements, même s'ils sont importants. Troisième lieu, Ségur prévoit l'ouverture et la réouverture de 4000 lits. Mais en réalité, il n'y a aucune création de lits pérennes. Ce sont simplement des lits qui vont être autorisés de manière saisonnière pour répondre à des pathologies saisonnières. Les ARS pourront financer, je dirais, pour une dizaine ou une quinzaine de lits, des ouvertures de services supplémentaires. Aucun lit pérenne par conséquent. Moi, je dirais qu'on reste un peu sur sa fin, puisque quand on écoutait Olivier Véran en juillet dernier, en juillet 2020, il disait lui-même, il y a des endroits où il manque de lits, il faut sortir du dogme de la fermeture de lits. Médecins hospitaliers, j'ai vu moi-même des brancards dans les couloirs, ce n'est plus acceptable. Eh bien, on l'a vu avec Florian tout à l'heure à Nantes, on l'a vu partout dans les services d'urgence, les brancards sont encore là et pour longtemps. Ségur, en quatrième lieu, donc, supprime le Copermo, dont on a parlé tout à l'heure, qui contraignait donc les hôpitaux à fermer des lits ou réduire les effectifs pour obtenir les aides à l'investissement, mais il est remplacé par un autre conseil, le Conseil national de l'investissement en santé. Et ce nouveau conseil, on le voit bien, c'est chargé qui va être chargé de définir une nouvelle doctrine d'investissement et de répartir les enveloppes. Eh bien, on voit bien aujourd'hui que ressurgissent dans l'examen des projets actuels les références, même critères d'efficience et de performance économique, même si les réductions de capacité ou d'effectifs sont réduites ou moindres. Par ailleurs, et ça a été dit, et je pense que c'est important, ce conseil doit uniquement associer les élus locaux, bon, soit, mais il n'est rien dit sur l'association des professionnels de terrain, des usagers, des représentants du personnel, qui sont pourtant tout à fait légitimement en droit de participer à cette évaluation. En cinquième lieu, c'est que le Ségur prévoit la réduction de la part T2A, donc pour le financement des hôpitaux. Mais en fait, on se rend compte concrètement, là, en 2021, que la seule évolution, c'est une évolution expérimentale pour les seuls services de médecine, qui pourront expérimenter, s'ils sont volontaires, de nouveaux modes de financement
Et ceci au cours d'une expérience qui va durer 5 ans. Il y a une réforme également du financement des urgences au forfait. Et puis, on prévoit même au contraire l'extension de la T2A à la psychiatrie, aux soins de suite et aux hôpitaux de proximité. On est vraiment loin de l'objectif annoncé par le programme Ma Santé 2022 de réduire à 50% la part de la T2A. Et donc, on voit bien que la T2A reste clairement la méthode principale de financement des hôpitaux. Alors, Ségur prévoit par ailleurs quand même le recrutement de 15 000 professionnels. C'est important, mais c'est encore très insuffisant au regard des retards accumulés, puisque c'est à peine 2% des effectifs hospitaliers. Il y a à peu près 1 million de personnes qui travaillent dans les hôpitaux aujourd'hui, mais les effectifs stagnent depuis 10 ans, alors que l'activité, elle, donc on l'a dit, s'est accrue de 10%. Par ailleurs, je dirais que les hôpitaux ont un mal de chien à pourvoir les postes vacants à cause des salaires, qui, même s'ils ont été revalorisés, restent de toute façon insuffisants, et surtout du fait des conditions de travail. Donc on voit mal comment ils pourront opérer ces nouveaux recrutements. Alors, moi, je dirais en conclusion qu'on a un sentiment de rendez-vous manqué. Donc, le jamais effectivement n'est pas au rendez-vous, de ne pas être sorti de ce fameux dogme de la fermeture des lits. Il faut donc rester très vigilant et mobilisé contre le retour de ces vieux démons. Et surtout, moi, je dirais qu'il faut exiger une réévaluation de tous les projets actuels de rénovation ou de restructuration pour vérifier si les capacitaires répondent aux besoins de santé de la population. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Donc, vous avez une analyse par quelqu'un qui connaît très bien tous les rouages de la gestion des hôpitaux. En France, on peut dire que tous les citoyens, les usagers constatent partout la dégradation d'offres de soins publics, alors que l'hôpital public est, rappelons-le, une des seules institutions à faire consensus dans notre pays. Dans notre pays, la première préoccupation des Français reste la santé. C'est ce qui ressort de tous les sondages, c'est la santé et ce n'est pas la sécurité, comme on essaie de nous faire croire. Et pourtant, chaque réorganisation, chaque projet hospitalier, pour être accepté par les tutelles, doit encore s'accompagner de fermeture de lits. À la lumière des différents témoignages et analyses d'aujourd'hui, nous demandons une réévaluation de tous les projets actuels de rénovation et de restructuration hospitalière pour adapter le capacitaire aux besoins de santé de la population. Il faut ouvrir des lits pérennes supplémentaires dans les zones déficitaires. Les agences régionales de santé doivent organiser et garantir une offre de soins adaptée à chaque territoire et à sa population et ne plus être le bras armé de Bercy avec pour seul paradigme des objectifs financiers. L'élaboration des projets hospitaliers futurs doit être transparente et doit associer les usagers et les personnels. Einstein disait qu'on ne peut pas résoudre un problème en utilisant le mode de pensée qu'il a créé, donc il est clairement temps de sortir des dogmes. Voilà, on est ouvert à vos questions. Il y a une première question qui était arrivée par mail, alors qui est une question d'actualité. Que pense le CIH de la grève nationale des paramédicaux des services de réanimation qui a lieu aujourd'hui? On va demander à Véronique Boisson, qui travaille en réanimation à La Réunion, de répondre, si elle veut bien. Bonjour. Donc la crise de la réanimation, là, actuellement, elle aboutit, c'est une crise au bout d'un an d'efforts acharnés. Et si autant, lors de la première vague, il y a un effort de santé publique qui était nécessaire et qu'on comprenait qu'il n'y avait pas besoin forcément qu'il fallait que tout le monde y mette du sien, là, on en est à la troisième vague et on s'aperçoit vraiment tout ce que le CIH dénonce, c'est que les hôpitaux sont en grande souffrance et c'est pour ça qu'on est dans cette situation aussi dramatique. Pourquoi il y a la crise de la réanimation? Parce que d'abord, il n'y a pas assez de lits de réanimation. Donc là, on est complètement dans notre sujet. On manque de lits de réanimation et on se retrouve obligé à bricoler, à se retrouver à occuper des autres lits qui ne sont pas prévus pour la réanimation. Donc, c'est encore les équipes de réanimation qui se réorganisent et qui bricolent et qui essayent de faire de la réanimation dans des lits qui ne sont pas prévus pour. Je mets en aparté le fait que ces lits-là, c'est des patients qui devraient être hospitalisés pour autre chose et qui ne le sont pas. Donc ça, il faut aussi, c'est à noter. La deuxième chose, c'est que le ratio
infirmiers et aides-soignants, il est normé, mais il est calculé au plus juste. Ce n'est pas sur le nombre de lits de réanimation, mais sur le nombre de lits occupés. Et donc, il y a un déficit chronique de personnel en réanimation. Les gens sont régulièrement rappelés sur leur congé. Ils ont plus d'espace privé, alors que c'est le seul lieu où ils peuvent se ressourcer alors qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. La troisième chose, qui est aussi fait partie des revendications du CIH, c'est qu'il n'y a aucune reconnaissance en fait du travail fait par les paramédicaux. On a l'impression que ce sont des pions interchangeables. Alors, dans le service de réanimation, ce sont des gens qui sont compétents, qui ont acquis une compétence parce qu'ils étaient passionnés, qu'ils sont investis, qu'ils ont été doublés pendant très longtemps. Pour être efficace dans le milieu de réanimation, il faut au moins 6 mois à 1 an. Parce que être efficace, c'est savoir anticiper, c'est maîtriser les techniques de toutes les machines, savoir intervenir rapidement avec des gestes sûrs, maîtrisés, adaptés, pour donner aux patients les plus fragiles le plus de chances de s'en sortir. Donc là, ce qui rend insupportable, l'équipe paramédicale a l'impression de ne pas être reconnue dans ses compétences, d'être des pions interchangeables. Et là, c'est juste insupportable parce que ça fait plus d'1 an que du personnel vient, certes très motivé et très volontaire, mais ils doivent faire face non seulement à une formation accélérée, alors que la charge de soins en réanimation est très lourde, et en même temps, ils doivent compenser le manque de compétences obligées de ce personnel-là. Et donc, ils sont en saturation complète et ils ont l'impression de ne pas du tout être reconnus dans leurs compétences, alors qu'ils sont en stress quotidien permanent depuis plus d'1 an. Ok, merci. Donc voilà, encore un dossier symbolique, hein. La réanimation, là, ils sont sur le feu depuis des années. On nous parle de plan d'attractivité et au bout de tant de mois de crise, et ben, en fait, les gens n'en peuvent plus et se mettent en grève. Donc une fois de plus, c'est un échec de la part de nos gouvernants. Est-ce que vous avez des questions? Ouvrez vos micros si vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour, Philippe Gambert de Ouest France. C'est une question notamment pour Florian Vivrel. Je voulais savoir s'il pensait que la suppression notamment du Copermo, dont on a parlé tout à l'heure, là, la structure donc administrative, va changer les choses pour le futur CHU ou pas? Est-ce qu'il y a des futurs CHU de Nantes? Est-ce qu'il y a des espoirs de ce point de vue-là ou pas? Est-ce qu'ils attendent une décision du ministère de la Santé? Voilà. Merci. Bonjour, Monsieur Gambert. Au niveau d'informations que je reçois, ce que je sais, c'est que la communauté médicale, la direction de l'hôpital et au-delà de ça, les élus de Nantes ont manifesté leur volonté de revoir le dimensionnement capacitaire. Il n'y a rien d'officiel. C'est pour ça que je me permets de conclure ma prise de parole tout à l'heure en demandant des annonces claires et aussi la réouverture des lits qui ont été fermés. Puisqu'on est sur une métropole qui est extrêmement attractive, associée à un vieillissement de la population assez conséquent, mais bon, ce n'est pas un cas isolé. Donc, c'est un projet qui a été défini en 2009 avec un objectif initial de 350 fermetures de lits. Donc, que ce soit via la suppression claire du Copermo ou la remise en cause du projet, quelle que soit la forme que ça prend, moi, ce que je veux entendre, c'est non seulement on arrête de fermer des lits, puisque de toute façon, nous, on n'arrive plus à fonctionner. Clairement, on n'arrive plus à fonctionner. On le voit de manière progressive, les indicateurs se dégradent. Quand on prend plus 1h30 de durée moyenne d'attente en l'espace de 2 ans, c'est inquiétant. Aux urgences, je ne sais pas si j'ai été très clair, ces données elles sont issues de l'Observatoire régional des urgences et elles sont collectées de manière assez précise depuis 2017. Donc, en fait, j'ai que 2 ans de recul pour parler de la moyenne de passage aux urgences et entre 2017 et 2019, on est passé de 5 heures à 6h30.
qu'est-ce qui se passe en même temps? Il y a des fermetures de lits, le vieillissement de la population et l'augmentation de la population à Nantes. Donc, tout le monde en pâtit, aussi bien mes collègues soignants que les patients. Donc, encore une fois, la renégociation du Copermo, la renégociation du dimensionnement capacitaire, peu importe le nom que ça prend, il faut sortir de cet objectif, il faut revoir le projet dans sa globalité par rapport à ces fermetures de lits et à la capacité d'accueil de l'hôpital pour cette agglomération qui est énorme et qui continue de grandir. Ok, merci. On peut peut-être donner la parole à Marie-Astrid Piquet, qui est de Caen et qui, sur un projet de restructuration comme ça, il y a eu une décision politique et peut-être qu'elle peut nous expliquer où ils en sont. Oui, bonjour. Donc au CHU de Caen, en fait, on a un projet de reconstruction parce que le bâtiment était à risque incendie et à risque et plein d'amiante. Et on avait un Copermo en 2015 qui prévoyait 250 lits en moins en perte nette, en tenant compte des augmentations de lits de jour qui devaient compenser des lits de conventionnels. Là, actuellement, on a déjà perdu 110 lits par rapport à ce projet initial. Et donc, il était prévu qu'on continue sur cette ligne. Donc, on s'est mobilisé parce que là, déjà, au jour d'aujourd'hui, les conditions de travail sont extrêmement difficiles. C'est-à-dire que quand on voit un patient en consultation qui nécessite une hospitalisation, on sait qu'on n'a pas de lit pour l'hospitaliser. Donc, on est obligé d'aller faire sortir quelqu'un de force, souvent prématurément, pour arriver à l'hospitaliser. Et on s'est mobilisé, on a été voir les députés, les politiques, il y a eu des questions à l'Assemblée nationale et donc ça a un petit peu bougé. Ça prouve quand même que la mobilisation peut avoir un effet. Et là, le Premier ministre a annoncé qu'il rajoutait 50 millions à l'enveloppe de reconstruction pour essayer de préserver le capacitaire. Donc, ce que je retiens, c'est qu'on conserve notre perte nette, puisqu'en fait, on ne nous annonce pas du tout de la révision et la réouverture des lits déjà fermés, mais on nous laisse un espoir de stabiliser un peu le capacitaire. Néanmoins, on reste très prudent, puisque là, ce qu'on nous annonce, c'est de stabiliser le capacitaire de médecine, mais de continuer à diminuer le capacitaire de chirurgie en disant qu'on va faire plus d'ambulatoires, sachant que voilà, ça peut être difficile en chute de faire de l'ambulatoire sur des interventions très lourdes. Donc, voilà, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut se mobiliser parce qu'on arrive quand même à faire un peu bouger les lignes, mais que le dogme n'a pas été totalement rompu, c'est-à-dire qu'on n'est pas revenu en arrière alors que la situation qu'on vit actuellement est extrêmement difficile en termes de capacité. Voilà, et donc, ce qu'on peut souligner aussi, c'est qu'à Caen, il y a eu, donc, ils ont fait un chèque de 50 millions que le Premier ministre, quand le Premier ministre est venu visiter l'hôpital. Sur quelle base l'hôpital de Caen a eu un redimensionnement du projet hospitalier et pas les autres, on ne sait pas très bien. Et donc, on a l'impression qu'il y a une politique qui est un petit peu au coup par coup comme ça, qui laisse à désirer. On veut vraiment une vraie politique de santé et de repartir des besoins en santé et que ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui doit pouvoir obtenir ce qu'il veut. Il y a une autre question qui est quel peut-être le pouvoir des maires dans le redimensionnement du capacitaire, notamment lors de la reconstruction d'un hôpital. Alors, on peut dire qu'elle n'est pas très importante. Moi, je peux vous parler du projet de le grand hôpital Paris-Nord, qui doit fusionner deux grands CHU qui sont Bichat et Beaujon, dans le nord parisien, et qui doit reconstruire, donc que ces deux hôpitaux-là soient fermés pour reconstruire un nouvel hôpital en Seine-Saint-Denis, à 500 mètres de Bichat. Et en fait, le projet a été construit pour passer au Copermo et donc prévoit la fermeture de 29% des lits d'hospitalisation complète, plus de 305 lits qui seraient perdus. Et donc, il y a une grosse inquiétude sur les capacités de ce nouvel hôpital à répondre aux besoins de soins de la population. Et il y a eu un vœu du Conseil de Paris qui a été voté à l'initiative de l'exécutif municipal, demandant à ce que ce capacitaire soit révisé à la hausse, de même que la mairie de Saint-Ouen, qui est la ville où va être construit l'hôpital. Et pourtant, rien ne change et le projet continue et est sur les rails. Donc, on a beaucoup de mal, même en faisant intervenir les politiques, à modifier ces projets, puisque, en fait, c'est des projets qui sont menés par nous, c'est la PHP, et qui a un projet qui est un peu le projet phare pour les 10 prochaines années, et dont l'objectif est de monter une structure qui sera rentable. Et quand on leur dit, mais comment s'intègre ce projet de nouvel hôpital
dans l'offre de soins régionale. Ils nous disent que, en fait, finalement, ce n'est pas leur problème et que eux, leur problème, c'est de faire une structure rentable. Pouvez-vous nous indiquer des exemples des projets actuels de rénovation et de restructuration? Alors, les exemples, alors il y a, donc quand on en a parlé, il y a Rennes, il y a La Réunion, il y a Nantes, donc il y a l'hôpital Grand Paris Nord, Nancy, Reims, au sud de Paris, il y a Saclay, il y a Tours. Voilà, donc il y a Marseille, il y a des projets aussi. Il y a alors, il y avait c'est Bastamag qui avait fait un recensement d'à peu près tous les projets hospitaliers en cours là-dessus. Donc, si vous allez sur leur site, vous allez trouver la liste qui était assez exhaustive. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, merci, d'accord. Je n'ai pas vu d'autres questions dans le chat. On peut peut-être juste dire que les projets de rénovation, moi j'ai été présidente de CME, donc j'étais vraiment au cœur de celle de Caen. C'est très très standardisé, quoi. C'est toujours la même méthodologie, où que je sois allée au ministère, au Copermo, à l'ANAP. À chaque fois, la méthodologie, c'est il faut augmenter votre activité en diminuant la durée de séjour. Il faut augmenter l'ambulatoire. En fait, on retrouve vraiment toujours la même méthode pour tous les projets, donc c'est très standardisé. Forcément, ça arrive à peu près au même taux de diminution de capacitaire dans tous les hôpitaux, qui est entre 20 et 30%. Ouais, c'est un dogme, on peut vraiment dire ça. Il y a une question pour Jacques, je pense. Pourquoi les directeurs de centres hospitaliers et de CHU, dont l'éthique est très malmenée, ne disent-ils rien? Pourquoi on attend d'être à la retraite pour prendre la parole, Jacques? Oui, j'y répondais effectivement par écrit tout de suite. Je crois qu'effectivement, c'est lié au système que je dénonçais tout à l'heure. C'est vrai que d'abord, ce sont des hauts fonctionnaires, les directeurs, donc effectivement soumis à la fameuse, je dirais, obligation de réserve, qui est réelle, hein, donc c'est clair. Auparavant, ce n'était pas tout à fait le cas, c'était même pas du tout le cas, où il y avait une belle complicité, une belle connivence, au sens noble du terme, des directeurs d'hôpitaux, des présidents de CME, de commissions médicales et de la communauté médicale et soignante. Hein. Et donc, j'allais dire, le décideur, qui était aussi le président du conseil d'administration, très souvent le maire, bien sûr, la plupart du temps le maire de la commune, ou le président du conseil départemental, si c'était effectivement un établissement départemental. Et cette autonomie, je dirais, effectivement, était tout à fait, je dirais, souhaitable et adaptée, permettait en tout cas d'adapter effectivement le développement des hôpitaux de manière très déconcentrée. Et c'est à cela qu'on a voulu mettre fin, parce qu'évidemment, c'était jugé inflationniste, puisqu'en plus financé au prix de journée, alors vous pensez bien. Alors, du temps de la dotation globale, évidemment, il y a eu un coup de frein, mais ça ne suffisait pas. Et donc, quand on a mis en place la T2A, on a aussi mis en place, effectivement, la fameuse loi HPST qui a fait des directeurs, des patrons, mais des patrons non des préfets au service, effectivement, d'une politique ministérielle. Donc, au lieu je dirais, d'une gestion déconcentrée, proche de la population, en bonne connivence avec les acteurs de santé, eh bien, on a fait un système totalement centralisé, pour évidemment atteindre l'objectif unique qui est de limiter les dépenses de santé. Ok, j'ai deux questions de Olivia Cohen. Pouvez-vous rappeler les chiffres sur le nombre de lits à supprimer selon quel calendrier? Alors, on n'a pas de chiffres exhaustifs sur le plan national. Comme vous l'a montré l'exemple de Rennes, on a même du mal à savoir dans les projets qui sont en cours, qui ont été validés avec un permis de construire, combien de lits finalement vont être supprimés. Donc, c'est un des sujets qui nous préoccupe, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un manque de transparence sur ces sujets. Et donc, c'est pour ça que nous, on demande un réexamen de tous les projets en cours avec une nouvelle focale
avec un objectif non de passer dans le dogme de moins 30% de lits, mais de s'intéresser aux besoins de soins de la population. Est-ce que sous l'effet de la crise du Covid-19, le manque de lits a accentué la pression sur les épaules des urgentistes? Si oui, comment? Alors, qui veut répondre à ça? Florian? Oui, alors la question, comment la diminution du nombre de lits a augmenté la pression sur les épaules des urgentistes, hein? Est-ce que l'effet Covid, est-ce qu'il y a un effet du Covid sur le manque, enfin, est-ce que le Covid associé au manque de lits a augmenté la pression sur les épaules des urgentistes? Bah oui, évidemment, hein. Ouais. Alors, la première vague était vraiment assez hétérogène sur le territoire, ce qui fait que lors de la première vague, nous, on a été très épargnés. Et ce qu'on a vu là, avec cette troisième vague, on a pu imaginer ce qu'ont pu vivre les collègues en région parisienne, Grand Est et dans le Nord. Ça rajoute une donnée supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a eu des unités créées spécialement Covid, avec des lits dédiés, ce qu'on appelle des services Covid. Et c'est pour ça qu'on a été contraint de déprogrammer certaines activités de chirurgie. Et donc, c'est le jeu des chaises musicales, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'au coup par coup, parfois… alors, c'est des décisions qui sont prises à la semaine, hein, mais on va convertir des unités en fonction des affluences de patients, parfois de manière judicieuse, parfois un peu moins, parce que malheureusement, il y a évidemment des facteurs aléatoires et on peut pas savoir précisément combien de patients Covid vont arriver et combien de patients non Covid vont arriver. Et comme on n'a pas de réserve de lits, comme on fonctionne toujours à flux tendu avec des taux d'occupation qui sont de 100% dans les services, quoi, hein, faut pas se leurrer, il n'y a pas de chambre seule qui reste en attendant des patients, hein. Quand on est de garde, on termine notre garde, tous les services sont pleins. Donc, que ce soit en Covid ou en non-Covid, les services sont pleins et on est obligé de faire cette chaise musicale et de s'adapter, de convertir toutes les semaines. Donc, c'est des données, cette épidémie, elle a évidemment compliqué nos conditions de travail et les capacités d'accueil pour les patients, parce que si on n'était pas Covid, il n'y avait plus de place dans les services non-Covid. Parce qu'il y a eu un effort extrêmement conséquent de la part de l'ensemble de la communauté médicale et paramédicale pour s'adapter dans les services, hein. On déprogrammait de la chirurgie pour accueillir des patients Covid ou alors des patients non Covid. Ça change un petit peu toutes les semaines. Et voilà, on n'a pas de marge de manœuvre. On n'a pas de marge de manœuvre. Donc, si vous rajoutez à ça une épidémie avec des facteurs aléatoires, forcément, ça crée des difficultés supplémentaires pour les patients et pour les urgentistes qui doivent faire le triage. Ok, merci. Donc, il y avait une question sur les GHT que je vais retrouver dans le chat. Bonjour. Aujourd'hui, les ARS ou la tutelle parlent beaucoup des GHT, groupements hospitaliers de territoire, pour aborder la question du capacitaire. Est-ce une solution? Le bon dimensionnement, point d'interrogation. Je propose que Cécile Vigneault réponde sur le sujet. Bonjour, moi je suis à Rennes. C'est une bonne question parce que c'est effectivement quelque chose qu'on nous répond régulièrement, mais là encore, c'est difficile de faire une réponse de GHT globale parce qu'on voit bien qu'un GHT à Paris, ce n'est pas la même chose qu'un GHT en province. Donc déjà, il faut des réponses organisé sur le terrain avec les acteurs de terrain. Dans le Ségur, il avait été question de faire justement des groupes de travail locaux avec notamment les CRSA, qui sont les comités régionaux de santé, avec des usagers, avec les gens de l'ARS, etc., pour pouvoir dimensionner le capacitaire de la région à l'activité de la région, à la démographie de la région, etc. On n'a pas vu l'ombre de ces groupes de travail. Et donc, ça peut être une réponse si on travaille tous ensemble, là encore, avec les acteurs de terrain, avec les professionnels de santé, avec l'ARS, avec aussi les élus, si on travaille tous ensemble, et les usagers, bien sûr, tout en tenant compte de la démographie. Mais ça ne peut pas être une réponse unanime parce que nous, ce qui nous inquiète un peu avec ce passage des GHT, notamment des commissions médicales de GHT un peu en force là, par un décret, c'est de faire qu'on ne passe plus de plusieurs hôpitaux, mais un seul gros hôpital. Et là encore, on risque d'aggraver
la situation pour les patients et pour le personnel, parce que si vous n'avez pas de lit, je vais prendre l'exemple de Rennes, hein, si vous n'avez pas de lit à Rennes, eh ben, on va vous envoyer dans le GHT, c'est-à-dire à Fougères, où il y aura des lits. Fougères, c'est une quarantaine de kilomètres, c'est 1 heure de route, donc vous n'allez pas voir votre famille. Et puis de la même façon, si on est un seul établissement, est-ce qu'on pourra dire aujourd'hui, vous êtes chef de service d'un service de Rennes, vous allez englober aussi Vitré, Fougères, Redon. Alors on est déjà débordé, je ne vois pas comment on pourrait avoir plusieurs services. Et de la même façon, dire aujourd'hui on a besoin d'un urgentiste à Vitré ou d'une infirmière à Redon, donc demain vous allez à Redon alors que vous habitez à Rennes. Donc c'est peut-être une solution, mais qui doit encore une fois être réfléchie avec les acteurs de terrain. Et pas simplement par le ministère et de façon très descendante, et qui doit surtout être adaptée, parce que ce n'est pas la même chose d'aller demain de Rennes à Fougères ou d'aller demain de Bichat à Beaujon, pour prendre l'exemple. Voilà. Même si en temps, c'est peut-être la même chose, parce qu'à Paris, ils mettent beaucoup de temps. Voilà. Et puis, je vais en profiter peut-être pour répondre à une autre question qui était est-ce que l'appropriation de la question par le public est organisée en groupe de pression pour que les politiques bougent? On a l'impression, quand on voit Caen, quand on voit Reims, etc. À Reims, il y a eu une grosse mobilisation des politiques pour diminuer la fermeture des lits et visiblement, ça a marché. Enfin, ils ont quand même, comme à Caen, une légère diminution des lits, mais moins importante que prévu. On a l'impression qu'il n'y a que ça qui fait pression et qui fait bouger certains projets, ce qui est un peu embêtant. Et pour revenir à la question du GHT et de ce qui avait été annoncé au Ségur, il faut plutôt que tout le monde travaille ensemble, les usagers, le personnel et les élus, pour dimensionner les capacitaires en lit et en lit d'aval notamment sur des régions et voir ce qui est possible aussi pour la qualité de vie des gens qui travaillent dans ces hôpitaux. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors, je regarde sur le chat. Non. 305. Ok. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on mette fin à cette conférence de presse. Il y a un nouveau message, 305 de lits. Oui, 305 lits qui vont être supprimés. Dans le dossier de presse qu'on vous envoyait, il y a nos contacts. N'hésitez pas à nous poser des questions. Et on reste à votre disposition si besoin. Merci à tous de votre participation. Et je vous propose de nous quitter. Peut-être que les intervenants, on peut rester. Et puis sinon, monsieur, mesdames, les journalistes, merci beaucoup. Et bonne journée. Et je coupe le YouTube. Pardon. Et oui, alors, oui, il y a une action le 29 mai qui sera une action européenne. C'est un samedi pour l'accès aux soins et à la santé dans toute l'Europe, avec les mêmes problématiques que nous qui s'organisent. Donc, suivez notre actualité. Ça sera un samedi avec des actions et des manifestations a priori sur tout le territoire.